Rousseau. Bonjour. Emmanuel Macron a annoncé hier soir qu'il allait solliciter massivement des investissements étrangers pour financer l'intelligence artificielle en France. Il parle de 109 milliards d'euros investis dans les prochaines années. Est-ce que vous saluez cette annonce? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce qu'il y a d'autres priorités? Il y a plein d'autres priorités. Il y a le fait que les gens aient à manger, il y a le fait qu'on ait un budget, il y a le fait qu'on a une transition écologique à faire, une transformation écologique à faire. On a même à sortir du capitalisme. Je vais vous dire, et c'est pas avec l'intelligence artificielle qu'on va le faire. D'autant que l'intelligence artificielle, c'est quand même un plan social majeur à venir, mais alors absolument majeur, qui n'est pas du tout anticipé, pas du tout encadré. Il n'y a aucune espèce de règle éthique autour de l'intelligence artificielle. Donc il n'y a rien de positif pour vous dans l'intelligence artificielle? Si, évidemment qu'il y aura des applications positives. Mais enfin, mettre toute la puissance française, mettre toute l'énergie d'un président de la République à l'intelligence artificielle, sans aucun espèce d'accompagnement de ce que ça va transformer dans l'emploi, ça va être majeur, hein. Enfin vraiment majeur. Il faut se rendre compte qu'il va y avoir énormément d'emplois intermédiaires et d'emplois peu qualifiés qui vont disparaître. Il n'y a aucune espèce d'encadrement économique de cette affaire. Ouais. Ça veut dire que les gens vont se retrouver au chômage de manière massive, rapide. Et en fait, quelle va être notre stabilité sociale dans ce contexte-là? Tout cela, il n'y a pas eu un mot hier du président de la République là-dessus, qui a une espèce de techno-idolâtrie. Enfin, moi, je l'ai trouvé exalté, avec son regard exalté. Franchement, je trouve que c'est presque inquiétant. Enfin, c'est flippant, quoi. En fait, la manière dont il soutient de manière totalement aveugle, avec en plus maudit en Inde, qui est quand même pas le président le plus démocrate qui soit. Enfin, vraiment, c'est inquiétant. Ouais. Donc pour vous, il n'y a pas grand-chose de positif là-dessus. Moi, je vous dis, il va y avoir des progrès, on va avoir de meilleurs diagnostics dans la médecine, il va y avoir des meilleures mesures, il va y avoir une aide à la décision, etc. Tout cela va être évidemment appréciable. Mais faire ça sans encadrement, sans vision véritable des effets aussi négatifs que cela peut avoir et de anticiper ces effets négatifs, ça va être un massacre. Mais ça va vraiment être Sandrine Rousseau, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire un encadrement? Il faut qu'il y ait une loi qui encadre l'intelligence artificielle en France. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Parce que c'est facile à dire comme ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais qu'il y ait une loi qui encadre éthiquement l'intelligence artificielle et puis qu'on fasse une mesure de la résistance des différents secteurs d'emploi et qu'on anticipe par des formations, mais aussi des plans véritablement d'accompagnement des secteurs qui vont être le plus impactés. Enfin, ça me semble, il a annoncé 100 000 formations par an. Mais 100 000, c'est rien du tout suffisant par rapport à la masse des personnes qui vont être touchées. Je voudrais vous faire agir sur ce débat qui s'ouvre autour de l'identité française, autour du droit du sol. François Bayrou a parlé qu'est-ce qu'être français en France aujourd'hui. Est-ce que ça vous choque que ce débat reprenne ou il est important? Mais on se pose toujours la même question, qu'est-ce qu'être français? Moi, je sais ce qu'être français. On a un pays qui a un système social unique au monde, on a un pays qui a des services publics uniques au monde, on a un pays qui a une solidarité unique au monde, on a un pays qui a une histoire de droits humains unique au monde. C'est ça l'identité française. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de se la poser tous les 4 matins, cette question-là. Tout le monde peut être français aujourd'hui, c'est ce que vous dites. Mais tout le monde a été français quand il s'est agi de... Là, hier, par exemple, il y avait la fête du Tet, enfin le Nouvel An lunaire dans ma circonscription, dans le 13e arrondissement. Quand il y a eu le génocide de Khmer et quand il y a eu la guerre au Vietnam, on a accueilli près de 120 000 personnes issues du Sud-Est asiatique et ça s'est extrêmement bien passé. Et on les a accueillis en quelques mois et on est fiers de l'avoir fait. Et d'ailleurs, ils remercient la France pour leur accueil. Et en fait, c'est ça l'identité française, c'est d'être capable de faire ça, capable de dire qu'un pays n'est pas une forteresse assiégée, mais qu'au contraire, c'est un lieu d'accueil et de partage. Et vous ne pouvez pas dire quand même qu'il n'y a pas de problème du côté de Mayotte. On voit bien ce qui se passe avec cette vague migratoire à Mayotte qui aujourd'hui est très compliquée à gérer pour les habitants de cet archipel. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ce sujet-là? On ne peut pas continuer à accueillir de cette façon-là si vous dites qu'on ne change rien. Alors Mayotte, en fait, on fait n'importe quoi à Mayotte, puisque Mayotte, on fait de la politique migratoire la plus dure qui soit, dans un endroit où il y a les Comores juste autour, où il suffit de quelques kilomètres de bateau pour passer d'une île à une autre, et avec des différences de niveau de vie énormes. Ce qu'il faudrait faire sur Mayotte, plutôt que de tester l'absence et la suppression du droit du sol à Mayotte,
parce qu'on ne pourra pas mettre des barbelés autour de l'île, en fait, ça n'existe pas. Donc ce qu'il faudrait faire à Mayotte, c'est véritablement faire un accord de coopération avec les Comores, de sorte que quand il y a, par exemple, besoin de soins de santé, puisque c'est une des motivations pour venir sur Mayotte, quand les femmes sont enceintes et qu'elles sont sur le point d'accoucher, ou quand les personnes sont malades et qu'elles ont besoin de soins, eh bien faisons un accord de coopération avec les Comores pour faire en sorte que, oui, tout le savoir-faire français puisse bénéficier aux populations locales, de sorte qu'il y ait la possibilité d'avoir accès aux soins sans pour autant être dans une demande systématique de nationalité française. Et en fait, là, on verrouille tellement tout qu'aujourd'hui, pour avoir accès à ces soins, finalement, l'immigration est la seule possibilité, alors qu'il y en aurait bien d'autres, y compris l'installation, par exemple, d'hôpitaux dans les Comores, d'hôpitaux français dans les Comores. Sandrine Housseau, sans transition, un mot sur cette envie d'Emmanuel Macron de consulter les Français, sans doute via référendum. Il en a encore parlé hier soir sur France 2. Chez vous, la patronne de votre parti, Marine Tondelier, propose d'organiser un référendum pour mettre en place une assemblée constituante, donc changer sans doute la Constitution. Vous y êtes favorable, vous ? On a absolument besoin de changer la Constitution, ça, il n'y a pas de doute. La Ve République est en train vraiment de crisper l'intégralité de notre fonctionnement démocratique. Donc sur le fond, j'ai aucun problème. Après, là, moi j'aimerais déjà que le président respecte le Parlement. Parce qu'on n'a jamais eu autant de 49-3 que depuis que ce président est à la tête de l'État. On n'a jamais eu de dissolution avec des conséquences aussi bloquantes que celles que nous avons eues il y a quelques mois. Donc en fait, tout cela est fait pour démonétiser le Parlement. Moi, je voudrais qu'on réinvestisse le Parlement, qu'on ait un gouvernement légitime, un Parlement légitime, et qu'en fait, on refonctionne. Et ça, mais c'est presque dans la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est une bonne chose de demander l'avis des Français, non ? De mettre en place des référendums. Il l'a demandé sur la Convention citoyenne pour le climat. C'est le président qui a fait le plus d'états généraux, de conventions, de machins, de trucs. Ça n'a jamais abouti. Donc en fait, la vision qu'a Emmanuel Macron de la consultation des Français, c'est de se mettre lui en scène dans le fait dans sa grandeur, il autorise les Français à parler et derrière, il n'en a rien à faire. Donc ça n'a aucune espèce de débouché, cette affaire. Donc on va voir comment ça va évoluer, mais je n'y crois pas un instant. Je voudrais entendre la position de votre parti sur l'état de la gauche aujourd'hui, notamment du nouveau Front Populaire. On a parlé beaucoup de cette guerre entre LFI et le PS, notamment depuis que ces socialistes n'ont pas censuré le gouvernement. Vous êtes dans quel camp ? Mélenchon ou Olivier Faure ? Moi, je suis dans le camp des écologistes et je me dis que là, on a une responsabilité historique, on est à un moment de bascule, que ce soit sur le plan écologique, sur le plan social, sur le plan démocratique. On voit Trump, Musk, on voit les nationalistes gagner à peu près partout. La gauche a une responsabilité historique. Il ne faudrait pas que nous soyons la gauche la plus bête du monde et j'ai l'impression que nous sommes quand même sur le chemin de l'être. Donc je voudrais dire à mes collègues du PS et de LFI et de tout l'arc de gauche que vraiment, là, aujourd'hui, la priorité serait de faire un acte fondateur du nouveau Front Populaire, que nous discutions sur le fond, que nous renforcions notre cohésion, plutôt que de partir dans les petites phrases et les oppositions de part et d'autre. Mais vous comprenez que le PS n'ait pas voulu censurer le gouvernement en disant que je ne comprends pas la décision du PS, particulièrement sur la première motion de censure. Sur la première motion de censure avant le budget, la question qui était posée n'était pas celle du budget, c'était celle des valeurs. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut comme politique à l'intérieur, à la justice, qu'est-ce qu'on veut comme politique agricole, comme politique écologiste, comme politique sociale, comme politique des services publics. Et sur nos valeurs, alors nous avions toute légitimité à censurer ce gouvernement. Et je ne comprends pas le choix qu'a fait le PS, mais vraiment, vraiment pas. J'en ai discuté de manière un peu forte avec eux récemment, je ne le comprends pas. Maintenant, est-ce que pour autant c'est la fin du nouveau Front Populaire ? Permettez que je dise que le nouveau Front Populaire, ça n'est pas juste 4 partis et 4 chefs de partis qui discutent ensemble, c'est bien au-delà. Il y avait des associations, des ONG, des syndicats qui constituaient le nouveau Front Populaire. Il y a plein de gens qui sont venus nous aider à faire les campagnes pour le nouveau Front Populaire, qui n'étaient pas encartés dans l'un ou dans l'autre. Je voudrais que nous respections ces gens et que nous continuions notre union absolument indispensable à construire une alternative. Un dernier mot rapide sur cette motion de censure que souhaite déposer le Parti Socialiste au nom des valeurs. Vous savez qu'il reproche, j'imagine que vous aussi, à François Bayrou d'avoir utilisé cette expression de sentiment de submersion migratoire dans le pays. Est-ce que vous allez la voter, cette motion de censure ? Mais moi, je voterai la motion de censure du PS sans aucun problème. Maintenant, je dis au PS, jouez collectif.
Jouer collectif, nous en avons besoin. Et vous pensez que les Insoumis le feront? Ils se sentent trahis. Ils disent. Faut poser la question aux Insoumis. Jean-Luc Mélenchon dit aujourd'hui que le PS ne fait plus partie du nouveau Front Populaire, donc il y aura le soutien des écologistes, ça c'est sûr. Phrases, et on joue à chaque fois un truc, au fond, à gauche, qui est l'hégémonie. Qui sera hégémonique à gauche? Qui prendra le leadership à gauche? Moi, je vous dis, il n'y aura pas de... Si nous allons sur cette bataille-là, nous allons perdre ensemble, sans leadership. Alors que si nous jouons collectif et si nous montrons des visages unis et ensemble, alors nous pouvons montrer la possibilité d'une alternative. Et vraiment, là, c'est une responsabilité historique, je le pose. Merci Sandrine Rousseau, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Sandrine Rousseau, vous avez parlé de vos craintes effectivement sur l'intelligence artificielle. Avec David Lefort, notre spécialiste science, on va justement s'intéresser à l'un des volets qui sera abordé demain lors de ce sommet à Paris. C'est l'aspect durable de l'intelligence artificielle. Oui, c'est pas annexe, il faut vraiment le considérer dès maintenant parce que imaginez que pour une technologie qui est quand même relativement récente, les data centers, c'est aujourd'hui 2% de la facture de nos émissions en fait de CO2. Et pour comparer, c'est 4% pour la totalité du secteur aérien. Ce ne sont pas les mêmes services, c'est pas la même dynamique, c'est pas le même développement. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et là, je ne parle que des émissions de CO2, mais il y a toute la mobilisation des énergies, de l'eau, des terres rares. Voilà, tout ça, c'est dans la facture qu'il faut considérer dès maintenant. Et ça fait effectivement l'objet demain d'un forum dédié qui sera piloté par le ministère de la Transition écologique. Mais vous nous dites qu'il y a déjà des solutions pour tenter en tout cas de minimiser la consommation d'énergie. On le voyait avec DeepSeek, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. DeepSeek, vous savez, c'est l'intelligence artificielle chinoise, qui est configurée d'une façon plus particulière, plus dédiée, plus spécifique. Il faudra peut-être abandonner les intelligences artificielles généralistes pour se diriger vers ce type... Comme ChatGPT, par exemple. Voilà. Généraliste. En fait, vous allez avoir des intelligences artificielles dédiées au langage, d'autres dédiées à l'image, et même au sein de l'image, celles qui sont dédiées à l'image animée, à l'image artistique ou à l'image satellite. Si vous mobilisez moins de données, forcément, vous mobilisez moins d'énergie. Il va falloir penser aussi à optimiser les tris, à gérer aussi la compression des données et même à rapprocher les centres de données de l'usage. Ça se rappelle le edge computing, mais en gros, positionner de façon géographique les data centers proches des endroits où on va les utiliser. Le problème quand même, ça reste le poids de ces infrastructures qui vont être énormes. C'est déjà énorme, ça ne fera que augmenter, bien évidemment. Donc si on veut les optimiser, parce que là on parle du data center, mais dans un data center, il n'y a pas que les données qu'on va vous fournir, il y a le réseau, il y a les baies en fait qui stockent les informations, il y a les systèmes de refroidissement, c'est de l'eau qui est mobilisée, c'est des systèmes de ventilation aussi. De climatisation, très climatisation. On a aussi ce qu'on appelle les immersions liquides. Alors certes, c'est très pertinent avec ce type d'immersion. Alors ce sont des liquides fluorés. Eh bien, on va avoir un potentiel calorique x20 par rapport à l'air. Mais il faut encore le mettre en œuvre. C'est vraiment une difficulté aujourd'hui. Rapidement, il y a peut-être quelque chose de positif. L'IA pourrait nous aider un peu à tenir nos engagements climatiques ? Ah non. Ah non. En aucune manière. Alors on pourra débattre du sujet, mais et je vous en parlerai demain. Si pour l'optimisation de nos transports, de nos tri de déchets, même de l'usage de nos énergies, on pourrait. Le défi, c'est que je vous en parle demain. Il y a une consommation énergétique incroyable de l'IA. Et par ailleurs, ça va tellement être utilisé que non seulement par une recherche sur ChatGPT aujourd'hui, x5 par rapport à une recherche Google, voire même x10. Et on va en faire beaucoup plus. Donc en fait, de toute façon, ça va être une gabegie énergétique. Tous les GAFAM il faudra faire des choix. Il faudra faire des choix, choisir. Non, mais les GAFAM renoncent à leurs objectifs climatiques en raison de l'intelligence artificielle. On est dans un moment où vraiment, ça n'est pas la priorité. Merci beaucoup.